Ouf, on revient à la qualité passable à laquelle j'étais habitué. Donc, l'histoire commence avec une séance en classe. Alors, tout ce passage ne servira absolument à que dalle, à part faire du gag, entre guillemets, parce que je m'appelle même pas ça du gag, où donc on a un prof qui est du genre prof laxiste, qui fait gaffe à rien, etc. Je sais que ce genre de prof existe, mais j'ai le sentiment que au fur et à mesure de la série, on va avoir droit qu'à ce genre de prof. C'est ce genre de prof laxiste, sans énergie, ou les profs injustes. Voilà, on va avoir droit à ces deux types de profs, et on va vraiment un peu gentiment diaboliser le corps enseignant dans cette série, comme c'est parti. C'est toujours sympa ça. C'est un truc qui me posait déjà légèrement problème dans Code Lyoko, je vous le cache pas. Mais là, c'est un autre niveau pour l'instant. Il rend des copies à la classe et c'est là qu'on voit que, enfin, Tarani est censé être l'intello du groupe. C'est là qu'on l'appuie enfin un petit peu. Et puisque c'est celle qui fait le plus gaffe aux sessions du cours et qui donc a rendu son devoir à l'avance par rapport aux autres, sa dissertation. Seulement son prof, qui n'a pas souvenir l'avoir reçu, il l'a perdu et donc il fait comme si il l'avait donc pas reçu et qu'elle lui avait pas rendu et il lui donne 0. Alors déjà un petit truc par rapport à ça. À nouveau, ça prouve que c'est un prof de merde, mais oui, un bon prof rappellerait aux élèves pour lesquels il pense qu'ils ne lui ont pas donné sa dissertation, qu'ils ne lui ont pas donné. Voilà, il dirait pas tu m'as rien donné une semaine plus tard sans prévenir de quoi que ce soit. Donc ça prouve une fois de plus que c'est un prof de merde, légèrement ce type. Enfin bon, c'est histoire de dire, hein, on voit que vous respectez bien le corps enseignant dans ce genre de série, hein, c'est toujours sympathique. Donc, le fait est qu'elle l'a mal, parce que là elle a un 0 alors que c'est une élève studieuse qui a bien travaillé, et ouais, alors que les filles réfléchissent un petit peu à ça, et qu'elles se morfondent gentiment sur elle-même sans faire trop de bruit. Il y a Cordelia qui lui dit dans toute sa gentillesse arrête avec ça, atterris un peu, nous gonfle pas, on parle de trucs importants, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta vie, connasse, hein? On est ensemble pour faire des trucs sympas, pas pour ressasser notre vie et être des copines, hein, c'est pas notre truc, hein. Voilà, il y a toujours ce genre de truc, hein. C'est pas que ça me gênait tant que ça dans les épisodes précédents, et maintenant qu'il y a eu l'épisode 5, je vous cache pas que maintenant ce genre de petit détail, ce petit détail vache, gratuit, pas particulièrement drôle, ça va me marquer. Ça va vraiment me marquer à chaque fois que ça va tomber, et je sens que ça va tomber un peu souvent. Donc, ouais, on réfléchit un petit peu à qui pourrait être donc l'identité de Cédric dans notre monde, et qui pourrait être bien l'héritière du véritable trône pendant 20 secondes. Voilà, pendant 20 secondes, elles y réfléchissent rapidement, histoire d'eux, et après, elle se barre parce que la mère de Will veut la faire réviser ses maths puisqu'elle a eu de mauvaises notes. Voilà, donc on a des moments très drôles où elle trouve ça chiant de faire des maths. C'est à nouveau, hein, waouh, humour. Et donc, pendant ce temps-là, nos 4 autres filles décident d'aller visiter la librairie du coin qui vient d'ouvrir, en partie parce que le mec qui la dirige est plutôt canon, hein, donc c'est Cédric, je rappelle, hein, c'est la nouvelle identité de Cédric. Et donc, en fouillant un petit peu, enfin en cherchant un petit peu dans cette librairie des manuels scolaires pour je sais pas quelle raison, en fait, je sais pas trop pourquoi elles s'y rendent. Enfin, je dis parce que le mec est canon, mais c'est pas la raison qu'elle donne. Elle cherche des trucs, et elle parle de manuels scolaires à un moment donné. Pourquoi elle cherche des manuels scolaires? Quelle raison elles ont à ça? Aucune. Elles viennent juste dans la librairie parce que le scénario en a besoin. D'ailleurs, en termes de le scénario en a besoin, on a aussi un passage autour de Blink, et je vais revenir un petit peu en arrière pour ça, puisque on montre rapidement que Caleb est maintenant serveur dans le restaurant de la grand-mère de Aileen. Et c'est très marrant de le voir traiter les clients comme des merdes parce qu'ils sont un peu exigeants et ne rien connaître aux coutumes polies locales des terriens. Seulement pendant 5-10 secondes, quand on passe quasiment 1 minute là-dessus, ça devient très vite lourd. Et puis je me pose la question, qu'est-ce que tu fous là, mec ? Pourquoi on t'engagerait alors que tu n'as absolument aucune expérience en termes de relationnel avec le client, et c'est censé être le truc de base que les serveurs sont censés devoir faire. D'une part, pourquoi la grand-mère ferait ça, et d'autre part, qu'est-ce que tu prends là? T'es le chef des rebelles, tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que tu fous sur Terre si c'est pour faire ce genre de conneries? T'aides pas particulièrement les gardiennes pour l'instant, t'es juste dans leurs pattes histoire de...
T'es censé avoir un devoir, chef de rébelle. À ta place, je serais retourné sur Meridian en gardant un contact avec les filles pour pouvoir poursuivre bien ma mission. Pas, je resterai là à rien branler de productif pour ce que je veux faire, pour la rébellion. Non, c'est n'importe quoi. C'est juste du gag pourri qui s'use très vite pour rien. Enfin bon, il y a pendant ce temps-là la grand-mère qui dit oui, calme-toi, je m'occupe des clients parce que tu sais pas du tout les gérer et donc je comprends vraiment pas pourquoi je t'ai engagé pour ça. Qui va donc faire des photocopies avec toujours ce côté ah je sais pas comment ça marche mais c'est pratique. Il y a Blunk qui arrive parce qu'il va avoir une importance en disant ah j'ai quoi ce truc. Il essaye même de le piquer à un moment donné parce qu'il veut tout revendre ce con. Il y aura un gag très drôle aussi qui clôturera le film où il se fait bêtement photocopier la face et ce sera sur un des menus. Ils ont pas fait gaffe à ce détail-là quand ils ont fait les menus, sachant qu'il y a les photocopies à faire d'abord et puis après il faut les mettre dans les menus. Hein, faut les plier de façon à ce que ça fasse un menu. Mais ils ont pas fait gaffe à ça avant de donner le menu à la fin, quoi. C'est très con quand on y réfléchit. Enfin bon, il est également intéressé par d'autres nouveautés de notre monde en les papiers tumouches de la librairie. Alors c'est un truc, il s'intéresse à la librairie en même temps que les filles, sans raison apparente. Je veux dire, on donne pas de raison pour ça, il est là parce qu'il y a besoin qu'il soit là. Alors, je vais le dire tout de suite, et c'est un autre problème que je remarque depuis le début de cette série, la mise en scène est très pauvre et amateur, vraiment amateur. Les personnages se retrouvent à tel endroit parce qu'il y a besoin qu'ils se retrouvent à tel endroit pour l'action, le suspense, le fait que le scénario avance, mais on n'amène pas ça bien. À aucun moment, ça a l'impression d'avoir un ressenti fluide dans le déroulement des choses, l'enchaînement des choses. J'ai le sentiment que c'est vraiment forcé parce que les scénaristes voulaient que ce soit comme ça. Parce que ouais, en fouillant un peu la bibliothèque, elles tombent sur un livre bizarre qui a la même langue que celle qu'elles ont trouvée dans l'épisode précédent. Et donc il y a une des filles qui le touche et ça les téléporte dans l'autre monde de Meridian. Dans un labyrinthe qui est formé aussi de livres comme la librairie. C'est un petit peu bizarre quand on y pense, mais bon. Et c'est... Ouais, quand même, ça tombe bien, hein, super coïncidence, ça. Et c'est juste sous les yeux de Blunk qui passait par là. Parce que le scénario en avait besoin. Blunk qui finira par venir avertir Will et Caleb de la chose. De façon à ce qu'ils interviennent plus tard. C'est de l'écriture feignante, hein, où on ne prend pas la peine de mettre en scène, de mettre en place correctement les choses. Je le dis sincèrement, c'est vraiment pas une grande série là, vraiment, vraiment pas. Enfin bon, avant que Caleb et Will n'arrivent, il y a nos 4 héroïnes qui se retrouvent dans le labyrinthe. On essaye une fois de plus rapidement d'appuyer que Tarani est censé être l'intello du groupe. Ah, ça me rappelle le labyrinthe, puisque j'ai fait une disserte sur Thésée, donc je sais comment ça va marcher. Aboule ton pull, Cornelia. Et donc, ouais, ils vont se servir du fil de son pull pour se faire une sorte de fil d'Ariane, pas se perdre, et ça ne servira absolument à rien. En termes d'importance scénaristique, ça ne servira absolument à rien, comme on le verra dans pas très longtemps, hein, parce que je sais qu'on va trouver des arguments pour ça. Mais voilà, elle tourne un petit peu en rond, et au bout d'un moment, elles finissent par trouver une allée vachement éclairée qui les mène à la sortie. Alors, je trouve ça assez dingue qu'un truc aussi éclairé, avec des tonnes dans un labyrinthe avec des tonnes de voies possibles, que ça ait mis autant de temps à se trouver pour elle. Parce que vraiment, c'est le genre de truc qui devrait se voir direct, quoi. Ouais, il y a une grande source de lumière qui jaillit à un endroit de ce labyrinthe. Donc c'est pas vraiment un labyrinthe très, très compliqué. En fait, ça a même pas besoin d'être un labyrinthe. On parle de « Oh, c'est le labyrinthe, cet épisode ». Non! Il y a juste à dire quoi? Elles atterrissent quelque part, elles trouvent cette porte, voilà! Il y a pas de labyrinthe à faire pour le scénario de cet épisode. Ça ne sert absolument à que dalle! Absolument à que dalle. Et c'est pas pour les débuts de micro-réflexions sans intérêt qu'on a mis avec Tarani que ça vaut le coup de rajouter ça. C'est juste du gros remplissage qui ne sert à rien. Il y a beaucoup de gros remplissage dans cet épisode. Donc, ouais, elle tombe sur cette espèce d'entrée qui mène à
un endroit avec des servantes du prince Phobos qui leur disent attendez, on va vous sortir de là, faut pas que vous soyez vus, parce qu'elles les reconnaissent tout de suite, elles voient tout de suite que c'est les gardiennes qui les aideront. Elles ont cette face reconnaissable apparemment maintenant, je sais pas, waouh. Et donc ouais, il y a un passage qui est sympathique où donc elles sont accueillies par les femmes du coin qui leur ont préparé beaucoup de choses malgré le fait qu'elles sont dans une position assez pauvre à cause de la tyrannie de Phobos. Et voilà, pendant 20 secondes, voilà, 20 secondes seulement, c'est le gros problème, hein, ça dure pas trop longtemps. Elles racontent un petit peu leur situation, ça attriste légèrement les witches qui font preuve d'empathie. Et c'est dingue. Waouh, elles peuvent faire preuve d'empathie, c'est extraordinaire. Première fois que je vois ça, vraiment. Mais, donc ouais, c'est bien ce petit moment-là. Et elle raconte à un moment donné, la femme qui les a aidés, que le prince Phobos est à la recherche de sa sœur, son héritière. Les filles sont super surprises d'apprendre qu'il s'agit de sa sœur. Parce que voilà, elles savent que c'est la vraie héritière qui a besoin de reprendre le trône, mais elles ne savaient pas que c'était la sœur de Phobos aussi. Je vois pas l'intérêt de rajouter ça, surtout si c'est pour révéler ça aux filles comme ça. Voilà, ok. Mais bon, voilà, c'est dit, et elles ont pas le temps d'aller plus loin puisque ils finissent par se faire attaquer par un type avec son chien. Il a une gueule un peu déformée, un petit peu cramée. Voilà, niveau design, c'est pas mal. Et bon, elles se font attaquer pendant un petit moment, elles essayent de se cacher en grimpant sur un arbre. Et elles n'essayent même pas d'utiliser leur pouvoir une seule fois. Sachant que je rappelle, à nouveau, qu'elles savent utiliser leur pouvoir, pas aussi bien qu'en gardienne, mais elles savent utiliser leur pouvoir un petit peu quand même. Mais non, elles n'essayent pas, elles se carapatent juste et attendent de se faire tuer. Heureusement, parallèlement, on a Will et Caleb qui viennent dans la librairie et trouvent le bouquin. Ils se voient téléporter également dans le monde de Méridiane au même endroit. Et donc ouais, l'importance du fil, c'est que ouais, en laissant ce fil derrière elle, ça a indiqué le chemin vers la porte lumineuse à Will, de façon à ce qu'elle les retrouve plus vite. Voilà, l'intérêt de ce truc-là. À nouveau, cette porte se voit très facilement et j'en sais rien, avec tous les pouvoirs à la con que vous avez donnés à son médaillon, pourquoi son médaillon pourrait pas pister les 4 autres gardiennes? Ce serait un pouvoir logique et pas sorti de votre cul, ça, mais apparemment non. Ça, il peut pas faire ça, ce pendentif. Il peut faire des tonnes de trucs, mais pas ça. Apparemment, hein. S'il fait ça dans un épisode futur, ça prouvera d'autant plus le côté complètement inutile de cette histoire de labyrinthe pourri. Donc ouais, et bon, grâce à ça, il trouve l'entrée où il est Caleb. Seulement à ce moment-là, il y a Phobos qui apparaît devant eux pour une raison qu'on ignore. Alors je sais que c'est censé être aux alentours du château du prince, donc c'est pas non plus complètement incohérent qu'il se retrouve là par hasard, mais ouais, à ce moment-là, montrez pourquoi il se retrouve là par hasard. Vous le montrez pas? Je... Donc ouais, il y a un combat super rapide où on montre que Phobos a quand même quelques pouvoirs magiques. C'est pas juste un con qui reste assis sur son trône en donnant des ordres. C'est déjà bien ça. Pendant 10 secondes, hein, il y a un petit combat comme ça où Caleb essaye de se battre mais va pas très loin. Et ils arrivent à se barrer sans trop de problèmes. Sans se faire poursuivre, alors qu'il y a d'autres soldats de Phobos et Cédric qui sont dans le coin. Ils restent comme des cons, comme des glands dans leur coin et ils les poursuivent pas. On les voit plus après ça, quoi. C'est juste l'apparition rapide. Et si c'était juste pour faire ça, ça servait à rien. Ça servait absolument à rien de faire apparaître Phobos et de faire cette micro-confrontation de merde. Hein. Je le dis tout de suite, ça servait que dalle. Donc, ouais, après cette confrontation rapide, elles finissent par retrouver la trace des 4 autres gardiennes et grâce à son talisman il leur donne leur pouvoir et ils parviennent enfin à se battre contre le mec au visage cramé et son chien et ouais je suis désolé j'ai pas retenu son nom, j'en sais rien, peut-être qu'il aura une importance pour plus tard, je sais pas trop, on lui donne un nom, peut-être qu'elles l'ont pas achevé et donc il se rebattra plus tard, j'en sais trop rien, donc pour l'instant il n'a pas une grande importance pour moi puisque il se fait battre de façon pas super
palpitante, je trouve. Vraiment, de tous les combats qu'on a montrés dans les épisodes, c'était le moins bien foutu. C'était moyennement vif. On sentait vraiment que chaque fille attendait son tour pour balancer son sort l'une après l'autre. C'était bof, voilà. Ça se regardait, mais c'était relativement bof. Et suite à ça, elles parviennent à se barrer. On ne sait trop comment. J'imagine qu'elles ont trouvé une faille, un endroit pour donner, et elles sont reparties sur Terre. Je les vois mal reprendre le chemin inverse pour retoucher le bouquin, parce que de toute façon, ce serait pas logique. Pourquoi elles auraient pas essayé de faire ça depuis le début? Donc, ouais, elles ont repris un portail ailleurs, j'imagine, hein, c'est pas montré, et donc se retrouvent dans notre monde, et on ne les voit pas une seule microseconde se dire peut-être que le libraire serait Cédric. Dans cette librairie, il y a un bouquin avec un langage malfaisant de Méridiane qui les a transportés dans le monde de Méridiane. Ça les fait pas un peu tilter? Ah, c'est un petit peu bizarre. Peut-être que ce nouveau libraire pourrait avoir un lien? Non. On les voit pas faire ça, on les voit promptes à juger le nouveau prof pour l'identité de Cédric, mais lui, pour l'instant, non. Alors, j'espère me tromper, vraiment, j'espère me tromper, et que dans l'épisode suivant, on va les montrer, avoir des doutes sur ce libraire. Ce serait intelligent s'il faisait ça. Mais pour l'instant, elle passe un petit peu pour des connes, intrinsèquement. On verra par la suite, mais ça fait très con de leur part de pas avoir de doute sur ce libraire, alors qu'il y a une preuve assez décisive contre lui, là. On a découvert durant cet épisode un personnage qui a été introduit il y a 2 ou 3 épisodes, me semble-t-il, de la meilleure copine de Cordelia. Alors déjà, meilleure copine de Cordelia, ça n'a jamais été un tant soit peu montré avant ça. Mais oui, il y a une fille blonde qui s'appelle Elion, qui la suivait un petit peu, qui dit être sa meilleure copine. On montre à la fin qu'elle n'est pas super contente que Cordelia l'ait laissée en plan à la librairie. Et ouais, elle se fait pardonner. Tiens, on va draguer ensemble un beau mec, ou quoi, quasiment un truc de ce genre-là. Ouais, ok. Donc, j'avais pas trop fait la réflexion par rapport à ça, mais maintenant qu'on met un petit peu l'accent sur ce personnage-là, et que c'est le seul autre personnage féminin du même âge que les gardiennes qui est un petit peu mis en avant, ouais, c'est l'héritière. Et avant qu'on me dise, ouais, tu le sais, tu nous as parlé du fait que tu as souvenir des scènes, que quelques petits moments avec la vraie héritière du trône. Déjà, je suis pas sûr que ces scènes soient avec la vraie héritière du trône, peut-être que c'est par rapport à autre chose, mais même là, oui, je me souvenais juste qu'elle était blonde. C'est vraiment des souvenirs vagues que j'ai, donc j'avais pas un souvenir précis de son visage, ou de son nom, ou de quoi que ce soit. Donc, j'étais pas sûr du tout de la reconnaître, mais maintenant, même si j'avais pas eu un vague souvenir de ce qui se passait par la suite, ouais, la façon dont cette fille, et seulement cette fille en plus des gardiennes, est mise en avant, et qu'on insiste bien sur le fait qu'elle a le même âge qu'elle, c'est elle. Non, c'est un peu évident maintenant. Alors, peut-être que c'est une fausse piste, peut-être que ce sera une autre blonde et que ma tête me joue des tours, mais ouais, ça va être Elion, quoi. La meilleure copine de Cordy, apparemment. Ouais, alors ça je peux pas en dire grand chose pour l'instant et il faut bien introduire un peu ce personnage. Ce qui aurait été plus intéressant, ça aurait été, vous savez quoi, d'être beaucoup plus leste sur le gag facile, débile, qui sert à rien et de mettre en avant, vous savez quoi, une vraie vie au sein de cet établissement, avec pas seulement les brutes débiles de service, mais d'autres personnes qu'on voit un peu régulièrement, qui sont un tout petit peu mis en avant, histoire de dire, de façon à ce qu'on ait vraiment cette impression d'avoir une vue d'ensemble. Et c'est légèrement ce qu'ils ont fait avec Cold Yoko. Bon, pas tant que ça, mais ils mettent légèrement quand même en place cet univers avec les différents personnages récurrents qu'il y a. Là, à part nos 5 héroïnes, Caleb, Plunk, leur grand-mère, il n'y a que Elion qui a un tout petit peu eu l'occasion de se faire remarquer épisode par épisode. Et la petite sœur de Cordelia. Voilà, 2 fois. Mais ouais, que des relatifs à Cordelia. C'est dingue ça. Donc ça laisse très peu de marge pour l'instant à la réflexion. Et donc ça paraît plutôt évident que ça va être elle. Enfin bon, c'est un épisode passable, comme les 4 premiers.
J'ai le sentiment que ça va être comme ça pendant un bon moment. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.